La mort est à côté. L'ensorcellement. Mathias était un enfant très gentil, mais il était devenu une cible pour les prêtres de l'Apocalypse. Ceux-là avaient kidnappé le psychiatre qui le soignait, le docteur Small, qui gardait prisonnier dans leur quartier général afin d'ensorceler le jeune garçon. Sous la menace, le docteur Small appela sa secrétaire pour l'informer qu'il prenait des vacances anticipées et qu'il sera remplacé par un collègue de sorte que ce dernier soignera ses patients, dont le petit Mathias, que le docteur Small voyait toutes les 2 semaines. Le jour de la visite bi-hebdomadaire, Samia fut surpris d'apprendre et qu'un autre psychiatre, le docteur Rowling, un imposteur, allait s'occuper de son fils. Elle n'était pas rassurée et ne voulait pas le laisser seul avec ce docteur. Celui-ci, avec amabilité, saisit la main du garçon et l'emmena dans le cabinet. Là, il l'installa sur le fauteuil, prit son dossier et le consulta. Il lui parla et lui posa des questions concernant son niveau de santé et son ressenti sur sa maladie. Mathias lui répondit, timidement, qu'à la maternelle les autres enfants se moquaient de lui et que cela le faisait souffrir. Il dit aussi qu'il n'en avait jamais parlé à sa maman. Il rajouta encore qu'il se souvenait parfois de la femme qu'il avait abandonnée. Ceci le faisait souffrir. Le docteur lui conseilla d'en parler à sa mère. Puis il sortit de sa poche une carte de tarot, celle de la roue de la fortune, et la déchira en murmurant quelque chose. Soudain, l'enfant s'évanouit et son corps s'agita brutalement. Les soigneurs d'un prêtre de l'Apocalypse, capable de faire des expériences hors du corps, prit possession de son corps et de son esprit. Cela dura un instant, quelques secondes. Mathias se réveilla, mais ne se souvint pas, ni des dernières actions faites par le docteur, ni de son évanouissement. Le docteur Rowling lui affirma qu'il avait fait une crise d'épilepsie, mais qu'elle n'avait pas duré longtemps. Il était en train de lui préparer l'ordonnance pour ses médicaments. Il l'imprima et appela Madame Polonsky pour la lui remettre. Elle rentra en trombe dans la pièce et prit son fils dans ses bras. Le médecin lui parla et lui expliqua que son fils vivait une situation difficile à l'école, des moqueries récurrentes par ses camarades et que des souvenirs de sa première mère le hantaient. Elle paya la consultation et partit du cabinet sereine. Mathias lui tenait gentiment la main. Il savait qu'il était possédé par un esprit étranger et dont le corps était allongé dans un cercueil blindé et nourri par transfusion sanguine dans le quartier général des prêtres de l'Apocalypse. Mathias était en train de changer. Il était vif d'esprit et laissait suggérer qu'il était un enfant précoce. D'ailleurs, parfois, il avait l'impression de ne pas connaître le lieu dans lequel il avait l'habitude d'être, comme sa maison, comme son école. Il découvrait tout pour la première fois et avait l'impression de ne pas être chez lui. Outre ces temps-ci, il entendait une voix qui lui incitait à faire des choses qu'en temps normal il ne ferait pas. L'esprit du prêtre étranger était à l'œuvre. Celui-ci pouvait lire et analyser toutes les pensées du jeune garçon. Ce dernier avait l'impression qu'on lisait dans ses pensées. Un jour qu'il passait devant une animalerie, Hugo, l'homme qui le possédait, lui incita d'acheter un serpent. Samia était contre, mais comme elle voyait le mécontentement de son fils prendre le dessus sur sa gentillesse, elle accepta à condition que ce soit elle qui le nourrisse et que la bête ne sorte jamais de son aquarium. Elle avait expliqué à son fils que les serpents étaient venimeux et qu'une morsure causait la mort. L'enfant conclut le marché avec sa mère, qui remarque que son fils avait changé. Elle ne s'en inquiéta pas plus que cela. Mathias, heureux, tenait l'aquarium qui abritait son serpent prénommé Phil, qu'il considéra comme son premier ami. Par ailleurs, Mathias l'emmenait chez la maman et était fier de le montrer à tout le monde, et surtout à Mitch, qu'il appréciait plus particulièrement. Mathias savait que le groupe avait une mission qui n'allait pas échapper à l'esprit de Hugo. Hugo entendait tout et voyait tout. Hugo exploitait pour cela au minimum la curiosité de l'enfant et l'intensifiait. La mort est à côté, la morsure. Mathias montra à tout le monde un serpent corail qui était prisonnier dans son aquarium. Parfois, le jeune garçon voulait le libérer et le prendre dans ses mains et le mettre autour de son cou. Cependant, il obéissait à l'ordre de sa mère qui lui avait défendu de le sortir. Pendant que le groupe discutait de la pierre et formulait un plan, alors qu'ils étaient dans la chambre d'Eudora qui le surveillait, il eut un fort désir de libérer le serpent. Comme poussé par une force surnaturelle, il ouvrit le couvercle de l'aquarium. Immédiatement, le serpent pendit à l'extérieur et tomba sur le sol.
Mathias le ramassa et, avec un sourire vicieux, le jeta sur Edora. La bête ne tarda pas à la mordre et s'enrouler autour de son cou pour l'étouffer. Elle se débattit et hurla « Au secours! Au secours !» Mitch fut le premier à rentrer. Les autres arrivèrent à sa suite. Il sortit son arme et visa le serpent. Mathias prit le vase posé sur la commode et le jeta sur le crâne de Mitch, qui perdit connaissance. Le serpent étouffait Edora, qui se débattait et dont les yeux commençaient à sortir de leur orbite. La maman sortit une peluche de laine qu'elle posa par terre et la déroula. Mathias pointait l'arme sur elle. Le hasard fit bien les choses. L'enfant, qui réalisait ce qu'il était en train de faire, s'évanouit de peur. Avec le fil qu'elle avait coupé, elle dessina un serpent. Elle mit le feu au fil. Le serpent sentit en lui la douleur du feu qui le rongeait. C'est pourquoi il relâcha sa prise. Edora se libéra. La maman renferma le crotale dans sa prison de verre. Edora tomba sur le sol, le venin se propagea le long de son bras gauche. Samia, stupéfaite, ne put articuler aucun son et était incapable de bouger et même de penser à ce qu'il se passait. Sean réagit et appela les urgences. Les ambulanciers emportèrent Edora sur une civière à l'hôpital la plus proche afin de lui administrer un antivenin. Lors du départ d'Edora, Mitch se réveilla, ainsi que Mathias qui pleurait comme une madeleine. Samia le prit et le secoua en hurlant « Pourquoi as-tu fait ça ?» Elle était furieuse contre lui. La maman intervint. « Il est possédé. Ce n'est pas de sa faute. Il faut l'exorciser. » Ça ne va pas être facile. L'esprit qui est en lui est forcément celui d'un prêtre de l'Apocalypse. Je vais m'occuper de cela. Pour cela, il faut trouver le corps du prêtre et avoir l'intention de le tuer. Il regagnera son corps. Votre enfant s'est débattu, il a été très fort. Pour l'instant, il faut le consoler au lieu de le gronder. Excuse-moi, chérie. Maman, j'ai peur. J'entends une voix dans ma tête et cette voix me contrôle, j'ai si peur. Ça va aller, mon chéri. On va s'occuper de cela. Promettez-moi qu'on va s'en occuper. On va retrouver cet homme. Comment elle va, Edora? Je sais pas, chérie. Maman, je vous ai entendu parler de l'exposition et de votre plan. Je crois qu'il est au courant de tout. Qu'allons-nous faire, maman? Dans 2 jours, vous vous y rendrez et je confisque le serpent et les armes à feu. On ne sait jamais. Mitch, Sean et Billy étaient près du lit d'Edora qui dormait sereinement. Les médecins voulaient la garder encore quelques jours. Elle ne pouvait pas venir à l'exposition. Le pont avait marché à merveille. Au bout de 3 heures, elle se réveilla. Mitch lui prit la main et lui dit « Il en fallut de peu. Il m'a jeté le serpent sur moi. Il avait un sourire vicieux, malicieux même. Il était possédé. Sa mère nous a appelés pour le dire et je me fous de ce que ça m'a dit de son fils. Je comprends ta colère, mais c'est la vérité. Elle en a voulu à son fils. Au fait, tu ne peux pas venir avec nous. Les médecins veulent te garder encore quelques jours. Non, je veux venir. Demain, nous nous envolerons pour Paris. C'est dégoûtant. C'est mieux, c'est tout. Repose-toi bien. Ils quittèrent la chambre. Le lendemain, ils partirent pour Paris. Le président y était déjà. Il était en vacances d'affaires. Il était invité par le président de la République française, M. Sarkozy, pour discuter concernant l'économie et le développement des pays du tiers-monde et du terrorisme. Barack apprit ce qui s'était passé. Il compatissait pour Edora et se reprochait de ne pas avoir été là. Il savait que l'ennemi serait présent à l'exposition. La mort est à côté. 24 avril 2009. Je suis partie en vacances chez ma mère et j'ai fait la rencontre d'Emus. J'ai une mission, vaincre Dargocus. J'ai reçu la visite de 5 personnes qui devaient faire partie de la mission mais qui ne le savaient pas. 25 avril 2009. Je fais de drôles de rêves. Je rêve de plusieurs enfants. Ils vivent dans un monde où il y a des fées, des elfes. L'un d'eux est un sorcier. Grâce au jeu de piste, Billy et Edora ont trouvé la grotte. Mitch a dévoilé la supercherie. Je pars à la chasse pour calmer mes nerfs et Emus apparaît. Je l'ai touché. 3 mai 2009. La confrérie de dragons est créée. Mitch a subi la colère d'Emus. Billy veut décrypter les hiéroglyphes. J'aime beaucoup ce petit. Il est dévoué à la mission et il est si enthousiaste. Une voix m'a appelé dans mon sommeil. Je suis tombée dans le coma dans mon jardin. 3 juin 2009. Je suis sortie du coma et revenue du monde des esprits. J'ai une musculature d'enfer. Mitch n'arrête pas de me questionner au sujet de cela. 28 juin 2009. Départ pour Lima. Sean n'est pas revenu du Missouri. Je pense qu'il a eu peur à moins que... Je ne préfère pas y penser. 3 juillet 2009. Nous sommes en possession de la première pierre. Le plan a marché comme sur des roulettes.
4 juillet 2009, l'échange entre la pierre et Sean a eu lieu. Je me suis battu contre le chef du prêtre de l'Apocalypse. J'ai porté l'armure pour la première fois. J'ai dévié les balles avec mes mains pour protéger mes amis, c'était génial. 5 juillet 2009, retour à Washington. Mon emploi du temps est chargé et la mission me manque. Je me sens fort. La confrérie aussi me manque. Je me suis attaché à mes compagnons. Je ne les connais pas encore, mais tout de même. En ce qui concerne Billy et Dora, je sais qu'ils font des recherches sur Léonard de Vinci. J'espère qu'ils vont trouver quelque chose. J'ai peur, le groupe se fragilise. Samia a peur, je le vois bien. En fait, je crois qu'ils ont tous peur, plus ou moins. 6 janvier 2010. Ce ne sont pas les rois mages qui sont venus chez ma mère, mais Dragocus. Je n'étais pas là. Il est puissant. Je me demande de qui parlait ma mère. Parlait-elle de Drago ? 17 mars 2010. Je pars pour Paris pour discuter de problèmes économiques, de développement et de terrorisme avec Monsieur le Président Sarkozy. 21 mars 2010. Nous avons perdu la deuxième pierre. Mitch a été gravement blessé. Des gens sont morts. C'est la deuxième fois que je vois la mort en face. Je ne sais si je tiendrai. Maintenant, je sais pourquoi Mathias a voulu tuer Dora. Sa fille aurait pu saboter leur plan. L'imposture. Position grouillée de monde. Barack, Mitch, Billy et Sean, le quator, s'étaient dispersés dans l'immense salle. Ils portaient leurs lunettes et regardaient dans tous les sens afin de détecter les prêtres de l'Apocalypse. Apparemment, aucun n'était là. C'est alors qu'un objet lancé de la porte roula sur le sol. C'était une boule à lacrymogène et dont le gaz se propagea dans l'air. Mitch se couvrit le nez et la bouche. Il fut suivi de Barack, Billy et Sean. Les autres, des touristes, des visiteurs quelconques, ceux qui ne purent fuir s'asphyxièrent. Le brouillard ambiant ne permettait pas de voir un mètre. Il fallut attendre que le gaz se dissipât pour que le quator s'aperçût que des prêtres de l'Apocalypse étaient introduits dans la salle. Ils étaient armés de pieds à la tête et portaient des masques. Mitch sortit son arme et tira sur ceux qui étaient sur sa ligne de mire. Des balles fusèrent. Les murs furent terrassés. Les vitrines explosèrent en 1000 morceaux. Les œuvres de Léonard de Vinci furent détruites. Le quator tira de tous côtés, se protégeant derrière les murs, vidant et rechargeant leurs armes. Mitch était en train de recharger son arme quand une balle se planta dans son bras gauche, au-dessus du cœur. Il tomba et se réfugia derrière le mur en attendant du secours de ses compagnons qui, dans la fusillade, ne s'étaient pas rendu compte qu'il était blessé. Tandis qu'ils tirèrent et se cachèrent par alternance, ils le virent se rapprocher du tableau de la Joconde qui traînait sur le sol, en charpie. Une main de spectre transparaissait, laissant découvrir une pierre. Le trio se réjouit. Mitch récupéra la pierre. Draco apparut à Dragocus, qui avait pris l'apparence de Mitch. Une fois la pierre obtenue, Dragocus se dévoila à l'assistance. Un rire démoniaque s'échappa de sa bouche. Des mots et des ricanements vibraient dans la salle. Dragocus se ria de Draco. C'est ça, le grand Draco, qui me faisait si peur, un esprit dépossédé de son célèbre médaillon. Quelle ironie du sort, n'est-ce pas? Il se volatilisa. Malgré la douleur, Mitch s'était relevé et conseilla à ses compagnons de fuir, car les prêtres de l'Apocalypse étaient encore fort nombreux. Ces derniers, dont l'ordre était de tuer le quatuor, continuèrent de tirer. Billy, qui était près de la porte de sortie, s'évada. Quant à Sean, il se mit à courir le plus vite possible vers la porte. Mitch et Barack le couvrirent. La situation semblait désespérée pour eux. Ils étaient pris au piège. Enfin, l'armure magique s'ajusta au corps de Barack qui renvoya les balles et fila comme l'éclair vers Mitch. Barack le porta dans ses bras et quitta la pièce. La mort est à côté. Télépathie. Mitch est hospitalisé. La balle lui est retirée. Il s'est remis de sa blessure. Il est rapatrié dans son pays après quelques jours de convalescence. Il est accueilli à Chicago par le président, lequel avait assisté à la tuerie, qui avait appelé les urgences afin de lui sauver la vie. Le chef d'État américain fila une des journaux et magazines dans lesquels il avait relaté la tuerie à laquelle il avait réchappé par le geste héroïque du policier, qui était jeté sur lui pour le protéger. Outre, attristé, il affirma que cette attaque terroriste avait causé la mort d'innocents, tous asphyxiés par bombes lacrymogènes, et que ce geste, tel que Monsieur le Président Sarkozy lui dit, sera un acte non impuni.
La police française enquête à ce moment même sur des potentiels protagonistes, une police qui n'a pas pu intervenir à temps et qui a laissé échapper les auteurs du drame malgré une poursuite effrénée dans les rues de Paris. Ensemble, ils repartent chez la maman, où les attendent leurs confrères. Dès qu'ils sont arrivés, ils sont accueillis avec joie, et Dora s'apprêta à se jeter sur Mitch, mais se retint, préférant lui donner un baiser sur la joue. Les autres, quant à eux, les applaudirent. Barak se renfrogna, la part de la pierre, laquelle les hommes au Mandragocus lui procurait un sentiment puissant et désagréable, auquel se mêlaient colère et déception, qui avait pour nom échec. Barak n'avait jamais échoué de sa vie. Assombri, il s'irrita contre eux. Il n'y a pas de quoi applaudir. Nous avons perdu la pierre. Que faisons-nous maintenant? Sean décida de prendre la parole. Je pense qu'il faut s'infiltrer dans leurs repères et je crois savoir comment. Je pense que si je lisais dans les pensées du garçon, je lirais aussi dans celui du prêtre. Pour cela, il me faut juste poser mes mains sur la tête de Mathias et Samia me le permet. Je te le permets. Si tu peux le faire, fais-le. Samia chercha son fils qui était surveillé par la maman. Celui-ci, malheureux, s'assit sur les genoux de sa mère. Sean s'approcha de lui et imposa ses mains sur son crâne. Il se concentra. Il vit les pensées de l'enfant, ses souvenirs, ses émotions, ses idées, et une porte par laquelle il regarda par la serrure. Il la vit, lui, la représentation du diable qui dormait en silence derrière cette porte. Il voyait un bouc à la peau rouge sang, et dont les deux cornes étaient brûlés par le feu de l'enfer. Telle était l'âme de l'intrus qui corrompait celle de Mathias. Lui, d'habitude si gentil et plein d'amour. Soudain, dans l'esprit de Sean surgirent des images, un cercueil avec un homme de race blanche dedans, endormi, sur lequel étaient implantées des perfusions, puis une grande et somptueuse villa, puis la ville de New York, puis Kyle Smith. Il est vivant. Barak demanda, qui est vivant? Sean nota ses mains, verra que l'homme qui avait pris possession de l'esprit de Mathias sommeillait dans un cercueil à l'intérieur d'une villa qui se trouvait sans doute dans le quartier résidentiel le plus friqué de New York. Par ailleurs, il leur dévoila que Kyle Smith était en vie, bien qu'amoché au visage. La maman attrapa la main de Mathias pour le ramener dans la chambre. Une discussion vive s'engagea. Barak, comment a-t-il fait pour survivre? Je ne sais pas. Mitch, peu importe, il va falloir s'y rendre chez Kyle Smith. Samia, mais comment il nous reconnaîtra? Maman, moi, il ne me connaît pas. Il dort, je peux infiltrer sa demeure. Je peux peut-être travailler pour lui. Il a peut-être besoin d'une femme de ménage. Maman, tu n'y penses pas? Oh que si. Et je vous ferai entrer. Il faut élaborer un plan d'action. Barak, qui n'était pas emballé par le fait que sa mère se porta volontaire pour infiltrer la villa du chef des prêtres de l'Apocalypse, laissa Mitch se charger du plan. Son mécontentement déplut à tout le monde, et pendant que Mitch élaborait le plan, la maman sermonna son fils qui s'était retiré dans le jardin. « Tu as l'air de t'en foutre. Je ne veux pas, maman, que tu le fasses. Moi, je le veux. Tu vas retourner avec tes amis et oublier cet échec. M'as-tu comprise ?» Il retourna parmi ses amis et participa à l'élaboration du plan. La mort est à côté. Repérage. Maman, qui n'était pas toute jeune, s'habillait avec classe. Elle portait un tailleur noir et des ballerines noires. Elle frappait aux portes et se faisait passer pour une vendeuse à domicile. Elle avait dans sa main droite une grosse mallette noire qui se dépliait. Elle vendait des parfums, à la fois pour les femmes et les hommes. Elle frappa à toutes les villas, toutes plus somptueuses les unes que les autres. Elle fut accueillie par diverses femmes au foyer, toutes pomponnées et parfumées. On la fit rentrer. Elle fut émerveillée par la beauté et la somptuosité de l'architecture, de l'immobilier et de la décoration. Le luxe régnait dans ces villas. Elles étaient toutes équipées de piscines et hammams et saunas. Maman présenta ses produits. Elle fit sentir les parfums. Elle interrogeait ses clientes sur le goût de leur mari afin de mieux satisfaire leurs demandes. Comme elle était à l'aise avec maman, elle lui parlèrent de leurs conjoints, de ce qu'ils faisaient, de ce qu'ils aimaient, de ce qu'ils n'aimaient pas. Elle laissait échapper des prénoms, ceux de leur mari, et de leurs enfants, et de leurs animaux de compagnie. Elle rencontra Madame Smith qui désobéit à son mari, lequel lui avait défendu d'ouvrir à quiconque lorsqu'il n'était pas présent chez lui.
Celle-ci ne supportait plus de vivre recluse sans pouvoir parler à personne, même pas à ses voisins, pour des raisons que son époux ne voulait pas dévoiler. Elle savait qu'il lui cachait quelque chose. Outre, elle n'avait plus accès à la cave qui était gardée par deux gardes du corps. D'ailleurs, elle dut convaincre les gardes du corps de laisser rentrer la vendeuse, qu'ils n'hésitèrent pas à fouiller. La maman ne se sentit pas déshabillée pour autant. Elle retint le numéro de la villa, ainsi que la rue. Elle observa d'un œil curieux l'intérieur de l'habitation et vit que deux gardes du corps armés surveillaient la cave. Innocemment, elle s'exprima. « Votre mari doit être un homme sacrément important pour avoir des gardes du corps. Il est le chef d'une grande entreprise de fabrication d'armes. Il est parti au Pérou récemment. C'est sa nouvelle clientèle. Il a eu un accident dans un train, il a été blessé, mais je l'aime toujours. Je suis contente pour vous. Quel parfum désirez-vous prendre ? Celui-ci, il est doux et fruité, j'aime beaucoup. Je vais vous faire remplir une fiche avec votre signature. Vous pouvez payer en espèces, en chèque ou carte de crédit. Merci. Tenez votre reçu. Bonne journée à vous. Merci, vous de même. Elle quitta la maison de Kay Smith et téléphona à son fils. Je suis rentrée dans la maison de Kay Smith. Il garde quelque chose dans la cave. Il a deux gardes armés qui la surveillent et deux gardes à l'entrée. Nous pouvons passer à la phase 2. Elle monta dans sa voiture et abandonna le quartier. La mort est à côté. L'assaut. Mitch ordonna l'assaut. Billy emmena une pierre enroulée de papier et l'ajouta à l'arrière de la maison, dans le jardin, assez loin de la piscine. Le gazon s'enflamma et le lieu se propagea tout le long des haies finement taillées. La ronde des deux gardes du corps fut stoppée. Ils essayèrent d'éteindre le feu sans succès. Ils appelèrent les pompiers qui, après avoir demandé l'adresse à laquelle l'incendie avait lieu, envoyèrent des soldats du feu. Mitchell puis Billy entrèrent dans la maison vide. Madame Smith s'était absentée et se dirigèrent vers la cave gardée. Ils se tirèrent dessus. Bill et Mitch se cachèrent dans le petit salon. Sean, en voulant se protéger, trébucha sur le sol et laissa tomber son arme. Il voulut la récupérer, mais un des gardes tira à plusieurs reprises sur le revolver. Sean, apeuré, rampa jusqu'à la cuisine. Il était la proie d'un des gardes qui se dirigea vers la cuisine, et pour mieux effrayer sa proie, on entendait les sirènes, les cris, les ordres. Le jet d'eau tira sur la vitre de la cuisine. Sean se munit d'une poêle et s'agenouilla sur le plan de travail. L'homme ouvrit la porte dont la vitre était brisée et Sean se leva brusquement et lui balança au visage la poêle. Il tomba à la renverse sur les bouts de verre. Se précipita pour sortir. Il suffoquait à cause de la fumée que les pompiers ne pouvaient plus éteindre, car il ne voulait pas être tué par les tirs. Mitch avait tué l'autre garde du corps qui avait essayé de fuir. Celui-ci l'avait fait trébucher en se jetant à ses pieds et lui avait tiré une balle dans la tête. Il fut arrêté, lui chopa la jambe et lui pointa son arme sous le nez. Il réfléchit vite. Il lui prit le bras et lui mordit. L'arme tomba et il prit la tête de l'homme qui cogna contre la vitre, qui par la forte secousse fit tomber un long et gros morceau sur le crâne de l'homme qui mourut sur le coup. Sean sortit de la cuisine et supplia les pompiers qui le voyaient tant bien que mal de l'autre côté du feu et sur le point de partir, de faire leur travail. Il leur cria, la fusillade est terminée, aidez-nous, nous sommes des agents de la sécurité. Ils obéirent, le feu fut éteint. Mitch et Bill avaient ouvert le cercueil, ils pipèrent la maman. La maman, chez elle, avait mis sous hypnose le petit Mathias afin de rentrer en contact avec l'intrus. Ce dernier lui cracha qu'ils seront tous morts. Elle lui dit avec ironie, ils sont en train de te tuer. Tu devrais regagner ton corps. Qu'importe, je vivrai dans le garçon. Il est à moi. Il est plus fort que toi et il sait que tu es là. Il avait ouvert les yeux et se redressa avec célérité. Il était tenu au bras. Mitch le menaça de le descendre tôt ou tard s'il ne se faisait pas passer pour un homme qui avait été séquestré et qui portera plainte contre son kidnappeur. Le prêtre de l'Apocalypse, qui se vantait d'avoir réussi sa mission, accepta. Mitch présenta sa plaque de policier aux pompiers qui n'osèrent pas poser de questions, mais qui s'interrogeaient mutuellement. Mitch clama. Cet homme était séquestré. L'affaire est en cours. Ces deux hommes, montrés Sean et Bill, sont mes adjoints. Mitch appela les urgences.
Les ambulanciers prirent soin du prêtre qui savait que son maître et cousin Kyle Smith risquait de faire de la prison si celui-ci ne trouvait pas le moyen de se défendre. Quant à Mitch, qui ne faisait pas partie de la brigade new-yorkaise, devra recourir l'aide du président sur le coup pour fournir un dossier solide sur cette séquestration. Les parents de Samuel Smith, lesquels âgés de 17 ans, l'avaient déclaré porté disparu depuis 2 mois et 1 semaine. Avec l'aveu de Samuel Smith, Kyle Smith pouvait faire de la prison pour des années. Mitch, Billy et Sean quittèrent le lieu. La mort est à côté. L'intrus. Kyle Smith avait fui le pays. Il était recherché par la police. Il s'était réfugié au Mexique dans l'une de ses autres bases. Il demeura caché afin de préparer d'autres plans pour son maître Dragocus qui détenait la pierre, laquelle la confrérie du dragon cherchait à récupérer. Quant à Mathias, il était enfin dépossédé du prêtre de l'Apocalypse. Cependant, le jeune garçon gardait au fond de sa mémoire le souvenir de sa vraie mère qu'il souhaitait revoir. Timidement, un jour, alors qu'il rentrait de l'école, il manifesta le souhait de revoir sa mère biologique à sa mère adoptive. Samia, malgré la peur de le perdre, car elle aimait profondément Mathias, accepta de faire des recherches sur sa vraie mère. Malheureusement, elle n'avait en possession aucun indice. Ce même jour, comme un cadeau de la Providence, on sonna à sa porte. C'était une femme d'une 30aine d'années, plutôt jolie, assez petite, fine, brune aux yeux bleus. Elle se présenta comme la vraie mère de l'enfant. Samia la coupa court. « Mère n'abandonne pas son enfant. J'ai été sans domicile fixe depuis quelques mois. J'ai été licenciée. Je ne voulais pas que mon fils subisse cela. Et vous voulez le reprendre maintenant que ça va mieux? Oui, j'ai retrouvé du travail. C'est un miracle. On peut dire. De toute façon, Mathias voulait vous revoir. Je sens que vous ne le voulez pas vraiment. Mathias est mon fils. Je l'aime. Je l'aime aussi. Vous pourrez le voir, mais je ne vous le laisserai pas. Je l'ai adopté. Je ne ferai pas l'adoption. Entrez pour lui parler et partez. Mathias, dès que la dame pénétra dans l'appartement, la reconnut et courut vers elle et l'embrassa sous les yeux jaloux de Samia. Ils parlèrent. « Pourquoi m'as-tu abandonné, maman? Je ne voulais pas te faire connaître l'enfer de la rue. Tu m'as manqué. Je me souvenais de beaucoup de choses et j'étais triste. Je suis venue te récupérer. Mais j'ai une nouvelle maman et je l'aime aussi. Je veux vous voir toutes les deux. » La jeune femme ne sut quoi répondre. Samia fut si heureuse de la réponse de son fils. Il l'aimait et était reconnaissant pour l'affection et l'amour qu'elle lui avait donné. Elle partit enfin, l'intrus, celle qui rompait le cercle familial, et pourtant c'était nécessaire.